il y a beaucoup d'acteurs du monde sanitaire, de la santé, secteur hospitalier, qui exercent une pression incroyable sur le gouvernement pour qu'en France, on reconfine, pour qu'en France, on suive l'Italie une fois de plus. Et à mon avis, du côté de l'Élysée et de Matignon, on doit être en train de plancher sur le sujet ces jours-ci. Alors, je vais un peu rectifier. Il y a beaucoup d'acteurs du monde médical sur les plateaux de télévision qui disent, il faut reconfiner. Les mêmes qui ont dit il y a 3 mois, il faut reconfiner. Les mêmes qui disent c'est catastrophique, etc. Ce sont des réanimateurs qui sont dans une situation très difficile. Donc, déjà, chapeau aux réanimateurs parce que depuis des mois, j'allais dire des années, ils sont dans une situation extrêmement difficile avec des services de réanimation qui sont saturés. Et actuellement, effectivement, il y a un problème sur les réanimations. Il y a plus de 1000 malades en Île-de-France. Mais ce problème, il est chronique, il est structurel, il est lié au manque de place. Et vous venez de dire à l'instant, il y a cet indicateur du taux d'incidence. Mais il ne veut rien dire, cet indicateur du taux d'incidence. Plus vous testez, plus vous trouvez. Donc plus vous allez avoir un taux d'incidence. Et on voit bien qu'en Italie, à 250, ils disent on reconfine. Nous, on est à 350 en Île-de-France, plus de 400 en Seine-Saint-Denis, plus de 450 dans le Val-de-Marne. Et on voit bien que les réanimations, effectivement, elles sont pleines, mais comme dans beaucoup d'endroits, y compris dans des endroits où l'incidence est largement en dessous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un indicateur qui doit dire on confine. Et surtout pas l'indicateur, les réas sont pleines, parce que celui-là, il est tout le temps plein et il est tout le temps au rouge. Et le taux d'incidence, c'est un des indicateurs. Moi, il y a des indicateurs qui sont plutôt au vert. Quand on voit qu'en Île-de-France, par exemple, les médecins généralistes ne voient plus de malades, quand on voit que les services d'urgence sont à moins 30% d'activité, quand on voit que les taux d'hospitalisation conventionnels ne sont pas sur du rouge écarlate, eh bien je me dis qu'il n'y a pas une flambée de l'épidémie. Ce qui justifierait un reconfinement, c'est une flambée de l'épidémie. Actuellement, à date, on n'y est pas. Alors, on croise souvent des médecins qui, en dehors du studio, pas à l'antenne, vous disent, tu sais, dans la vie d'un hôpital, le réanimateur, c'est pas la star. La star de l'hôpital, c'est le cardiologue, c'est d'autres spécialités. Voilà, le cardiologue, le cancérologue, l'oncologue, etc. Et là, les réanimateurs ont pris le pouvoir, ils ont pris la lumière. C'est eux qui viennent dans les chaînes d'infos et qui disent, Maria est pleine, et si on continue comme ça, ça va être terrible. Et donc, est-ce qu'il serait possible que finalement ce soit les réanimateurs de France, ils ne sont pas nombreux, hein, qui dictent la politique sanitaire de ce pays? Écoutez par exemple quelqu'un qui est assez admirable, qui vient souvent sur ce plateau, le professeur Jean-François Timsit, chef du service réanimation de l'hôpital Bichat. Vous allez voir ce que je vous dis. La tonalité est assez alarmiste. Il a sans doute raison. Mais voilà ceux qui dictent la politique sanitaire de ce pays. On va essayer de pousser les murs, de soigner au mieux les gens qu'on pourra soigner, et très probablement on aura à appliquer le dernier principe éthique, qui est la justice distributive, c'est-à-dire que quand vous avez 2 personnes bien portantes, une de 80 ans, une de 40 et un seul lit, ben vous choisissez celui de 40 ans, parce que vous avez plus de chances de lui rendre service. Voilà, situation dramatique. Timsit nous dit on va choisir entre 2 patients, celui de 40 et de 80. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Oui, mais alors... Oui. Mais pardon, on le fait tous les jours. Moi, je suis urgentiste réanimateur. Tous les jours, dans mon camion du SAMU, aux urgences, quand il faut réanimer quelqu'un, on décide de réanimer ou de ne pas réanimer. Tous les jours, n'importe quel médecin est dans une balance bénéfice-risque. Est-ce que c'est raisonnable ou déraisonnable? Je vous rappelle qu'il y a une loi qui fait qu'on ne doit pas s'acharner, faire de l'acharnement thérapeutique. Est-ce qu'on va réanimer quelqu'un qui a 80 ans, des comorbidités? Encore une fois, c'est pas une histoire d'âge. Il faut qu'on arrête de dire les vieux, on va pas les soigner, les jeunes, on va les soigner. C'est pas ça. C'est une histoire d'âge physiologique, de comorbidité, de maladie, etc. Donc le choix, moi je trouve ça assez terrible et je comprends Jean-François Timsit, il est fatigué dans le sens où il est réanimateur, il est dans un service qui est depuis des années un service qui est saturé pour le coup, parce qu'il y a des entrées, des sorties sans arrêt, on est en flux tendu, l'hôpital est en flux tendu et la crise du coronavirus actuellement est la démonstration de ce flux tendu et de la limite. Regardez. Mais on ne peut pas en faire un argument, vous voyez, une espèce de menace, c'est pas possible. Les amis, regardez ce petit croquis que je vous ai préparé. Vous voyez? Ça, c'est les réanimations. Gérald Kierzet, commentez-le. On voit les réanimations, ces 3 couleurs, ce sont les années... En bleu 2019, en orange 2018 et en gris 2017. Et c'est le niveau de saturation des services de réanimation. Ça a été fait par les équipes d'épidémio de Martin Blachier notamment. Et on voit bien que chaque année,
Chaque année, avant le coronavirus, 2017, ça commençait, c'était saturé, on était au-delà de cette fameuse barre des 4000. Vous savez, on a dit quand on est au-dessus de 4000, attention, on est en écarlate. Attends, l'affaire est grave. Donc vous êtes en train de me dire, et Blachier, quand il fait ses études, nous dit que finalement, les réanimations étaient saturées en 2017, oui. les réanimations Oui. étaient saturées Mais en oui. 2018, les réanimations étaient saturées en 2019. Oui, avant le Covid. et l'espérance de vie a reculé. Hein, je crois que c'est 2015, quand il y a eu une épidémie de grippe, l'espérance de vie a reculé en France. Bon. Mais personne n'en a parlé. Et si on dénombrait le nombre de morts à cause de la grippe, comme on dénombre actuellement de manière surexhaustive avec le Covid, à mon avis, on serait à des chiffres faramineux. On nous dit il y a 15 000 morts de la grippe, là on est à 85 000 du Covid. Non, on est à beaucoup plus que 15 000 morts de la grippe chaque année, avec des réanimations qui sont pleines, avec des choix qui sont faits, mais c'est des choix dans l'éthique et dans la conscience du médecin. On fait tous les jours ces choix-là. Et l'histoire des 85 000 morts, l'épouvantail qu'on brandit, pardon, il faut arrêter. Déjà au 1er janvier, il faut qu'on remette un peu les compteurs à zéro, parce qu'au 1er janvier, chaque année, on dit les AVC, ils démarrent à partir du 1er janvier. C'est pareil pour le Covid. Oui, mais en vous écoutant, je me dis que le confinement, c'est totalement inutile jusqu'à ce que ça devienne indispensable. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne comprend pas pourquoi il n'y ait que cette solution. Et quand j'entends dire, oui, si on ne fait pas le confinement, on va être obligé de choisir. Et en même temps, on dit, ah ben oui, mais là, pour ne pas saturer les urgences, eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on choisit les malades. Attendez, vous pensez qu'aujourd'hui, de décider que l'on ne va pas faire une opération sur un cancer, qu'on ne va pas faire une opération sur un anévrisme, vous pensez que ce n'est pas aussi grave, sinon plus grave, que de dire je suis désolé, ce malade du Covid, morts, déjà, bien sûr. je ne peux pas l'accueillir. Donc on se fiche du monde en disant qu'on ne peut pas imaginer une médecine qui choisirait les malades qu'elle passe en priorité. Mais la médecine, elle le fait tous les jours, et c'est très exactement ce qu'on demande à la médecine de faire en lui disant, écoutez, réduisez les opérations qui ne sont pas Covid. Ça veut dire accepter les morts en dehors du Covid, non? Et qui sont réels et qui ne sont pas des projections sur des modélisations mathématiques de patients potentiels. Hein. Lydia Guéros, écoutez, Dupont-Aignan, président de Debout la France, député de l'Essonne, il était sur LCI hier, il questionne la question des moyens, quand même, si je puis dire. Écoutez-le. C'est une situation très curieuse que nous vivons, parce qu'on est en mars 2021, et j'ai l'impression qu'on se retrouve en mars 2020. Et ce qui est proprement insupportable pour nos concitoyens, c'est qu'on n'ait pas tiré les leçons depuis 1 an de ce qui se passe. Et sur l'Île-de-France, que je connais bien, il est quand même extravagant de se dire que depuis 1 an, le gouvernement n'a réouvert aucun lit supplémentaire de réanimation. La question des moyens, Lydia Guéros. C'est évidemment la question qu'on se pose tout de suite, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de revivre mars 2020 avec les mêmes débats, les mêmes discours teintés de chantage affectif de la part de certains médecins. Et je me demande, on nous avait parlé de lits de réanimation supplémentaires. 1 an après, on voit qu'ils ne sont pas là. On nous dit qu'il faut former les infirmiers, former des médecins, que c'est très long, que ça demande beaucoup de moyens. J'ai envie de demander à Gérald Kierzek, on a besoin de quoi pour avoir plus de lits de réanimation ou de pré-réanimation? Quelle formation pour les infirmiers? Est-ce que c'est si lourd que ça à mettre en place? Puisqu'on voit qu'il y a des personnes qui sont déplacées vers d'autres hôpitaux, d'autres régions. Et je pense que c'est très difficile pour les familles quand vous avez une personne de votre famille qui est envoyée en région bordelaise, par exemple. Donc il peut disparaître seul. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ce coût-là, on ne peut pas le mettre aussi pour avoir des places de réa en Île-de-France plus rapidement? C'est capital. C'est une crise structurelle. On manque, c'est une crise de capacité. Il n'y a pas assez de lits de réanimation, mais de manière générale, de lits tout court. Et ce que vous venez de dire sur la pré-réanimation, entre mars 2020 et mars 2021, il y a une donnée fondamentale. C'est qu'on sait soigner le Covid. On sait guérir la majorité des gens, c'est-à-dire leur aider à passer un cap avant la réa. La cortisone, l'oxygénothérapie, le diagnostic précoce par le scanner dès qu'il y a une pneumonie, ça permet d'hospitaliser les gens dans des lits avant la réanimation. Encore faut-il avoir les lits, encore faut-il avoir les hôpitaux de proximité qui, depuis 10-15 ans, ont été progressivement supprimés. Et ces patients-là, on leur fait passer le cap avec de l'oxygène, avec cette dexaméthasone. Et là, il y a moins besoin de moyens de réanimation. Parce qu'une salle avec 30 malades, de l'oxygène, il y en a dans tous les hôpitaux. Une infirmière ou 2 infirmières, il n'y a pas besoin
besoin d'une infirmière par malade. En réa, il y a besoin d'une charge de soins autour. Mais dans un service conventionnel, on peut, surtout dans une période un peu dégradée, on est soi-disant en guerre. Donc à ce moment-là, on peut imaginer dans un service d'avoir 1 ou 2 infirmières pour 20 ou 30 malades. Et là, les infirmières, on en a. Il y a des infirmières retraitées, bénévoles qui pourraient revenir sur le terrain. Donc on peut monter en puissance assez rapidement sur la Combien, bien sûr. pour reprendre la question de Lydia Guirous, combien, docteur Kierzek, coûte un transfert je pense, pardonnez-moi, Depuis la Réunion, je pense à ces médecins que j'ai entendus ce week-end qui m'ont dit on fait des transferts à 400 km de patients qui sont dans ma ville, alors que la clinique privée dans laquelle je travaille, il y a toujours des lits de réanimation. Nous sommes devant les bras croisés, il n'y a pas de patients qu'on nous adresse. L'hôpital public qui fait le transfert est à 1 km de la clinique dans laquelle je suis, qui est ultra moderne, et on n'a pas de patients. Oui, probablement. Il y a une partie de com, faut le dire, sur ces transferts. Ça coûte très cher. Vous parliez de La Réunion. La Réunion, on nous a annoncé 20 patients. Je crois qu'il y a 4 patients qui ont été transférés de La Réunion dans différentes structures, qui n'étaient pas des structures lourdes de réanimation. En métropole. En métropole, 4 patients, alors qu'il y avait des lits libres à La Réunion. Alors on va nous dire, oui, mais c'était en prévision. C'est toujours la même chose. C'est les modèles prédictifs mathématiques. C'est en prévision de l'accueil, etc. Sauf que ces modèles, ils sont beaucoup plantés. Les déprogrammations, c'est toujours en prévision. Sauf que les morts déprogrammés, ils existent actuelle. Évidemment. Et la déprogrammation, tous les chirurgiens vous le diront, mais on peut la faire du jour au lendemain. On n'a pas besoin d'anticiper 15 jours à l'avance. Si on a besoin d'annuler une intervention chirurgicale, on l'annule. Donc sur les transferts, il y a une grosse partie de com. La Réunion, ça a coûté plus de 250 000 € pour transférer 4 patients. Mais à la limite... Attends, pardon, je suis contribuable plus de aussi. 250 On est tous 000 contribuables. 250 000 S'il y a une clinique privée à côté, on a tendance à dire... Alors les cliniques jouent le jeu, mais pas assez, ça c'est clair. Non, mais c'est pas les cliniques qui jouent pas le jeu. C'est pas les cliniques qui jouent pas le jeu. C'est l'ARS. C'est scandaleux. Enfin, c'est l'autorité administrative. C'est clair. Les médecins dans les cliniques privées attendent. Ils ont déprogrammé. Les lits sont vides. Les lits de réa sont là. Les médecins attendent. Il y a certaines régions où ça marche, où il y a une collaboration exceptionnelle entre le public et le privé. Et il y a des ARS. Il y a des ARS qui pratiquent du cinéma de transfert. Qui pratiquent du racisme anti-privé. Juste une question. Parce que moi, j'ai l'impression que l'on filme les transferts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème capital pour le gouvernement. C'est de prouver aux Français qu'il aura tout fait pour éviter un confinement. Et que le confinement, ou bien il n'arrive pas, c'est grâce au gouvernement qui nous l'a évité, ou bien il arrive, quand même, le gouvernement a très bien fait pour l'éviter. Mais je pose une question. Pourquoi transférer les malades, ce qui coûte un prix fou, depuis la région parisienne, disons, jusqu'aux régions de l'Ouest, au lieu de prendre des médecins, des infirmiers, des infirmières dans ces hôpitaux et de les faire venir? Ça coûte quand même moins cher d'avoir un médecin qui vient de des infirmières. Jean Verdier, il y a une réa qu'on pourrait ouvrir du jour au lendemain. Moi, je suis dans un hôpital, on peut ouvrir 100 lits du jour au lendemain. Pourquoi on le fait pas? Non, Vous êtes dans un hôpital où on pourrait... À l'Hôtel-Dieu, bien sûr. La réa a été désaffectée il y a 5 ans. On l'a visité la semaine dernière. Tout est prêt, les fluides, l'oxygène, etc. Alors, on va nous dire, mais non, c'est pas une réa. Eh bien, alors mettons des lits de pré-réa, justement. Ou des lits pour pouvoir faire sortir les malades de réa qui n'ont plus besoin de soins de réanimation, mais dont on est coincé. Ils sont coincés dans la réanimation parce qu'il n'y a pas d'aval. Il n'y a pas de lit d'aval. Mais on ne veut pas, et ça, c'est l'autorité administrative qui ne veut pas créer de lits pérennes. Ils veulent juste pousser un peu les murs, faire un peu de show avec les transferts pour éviter d'assumer la responsabilité de dire on crée des lits, ce qui voudrait dire on a fait une connerie en les fermant ces dernières années. Attendez, les amis, on va aller voir Nicolas Capel. Non, s'il vous plaît. On va aller voir Nicolas Capel. Il est infirmier en réanimation chirurgicale justement à l'hôpital Bichat. Bonjour Nicolas Capel, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous par Skype depuis un petit moment, vous écoutez ce débat. Est-ce que selon vous, ce transfert de malades s'apparente un peu à de la com gouvernementale ? De la com, je sais pas réellement parce que j'ai pas suffisamment toutes les données. Là, vous exprimiez les prix que ça coûte, etc., de transférer, etc. Donc ça, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que les patients, vu que nous, là, dans la réanimation, on est au courant qu'on va avoir des patients qu'on va essayer de transférer par TGV médicalisé à partir du milieu de semaine. Donc on est déjà en train de réfléchir quels patients on va pouvoir transférer. La réponse, moi, quand je suis sorti du service hier soir, aucun. Aucun. Pourquoi? Ils sont trop lourds. C'est des patients qui nécessitent trop d'oxygène, c'est des patients qui nécessitent trop de soins, c'est des patients qui ne sont pas transportables. Donc les patients, en fait, qui vont être transportés d'un point A à un point B en France, ce sont des patients
graves vu qu'ils sont en réanimation, mais graves d'une manière légère. C'est-à-dire que c'est des patients qui nécessitent des soins, certes, mais moins lourds, qui nécessitent moins d'humains en tant que tel. Si c'est un patient qui reste sur le dos, comme vous avez pu montrer les images des patients qu'on met à plat ventre ou sur le dos, quand on met un patient à plat ventre, il faut à peu près 6 personnes, 5 ou 6 personnes. Quand un patient reste sur le dos, il en faut moins. Du coup, il faut juste un infirmier et un aide-soignant. Donc du coup, ce transfert de patients, c'est certains types de patients qui vont aller. Donc certes, ça va alléger la charge de travail, mais ça ne va pas rendre la charge de travail moins lourde, vu que les patients lourds vont rester. Comme disait le docteur Kerziek, les patients, ils s'endorment par exemple à Paris, vont se réveiller à Bordeaux. Et on sait très bien que les premières heures dans les réveils, il faut que les familles soient là, les proches soient là pour recontextualiser la prise en charge, recadrer le patient. Parce que s'il dort 2 jours, il dort une semaine, il a coupé une semaine de sa vie. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait les proches, etc. Il faut qu'ils comprennent. Et sachant que les patients, quand on les transfère, on ne leur demande pas, avant de les intuber, de les faire dormir, est-ce que vous seriez d'accord d'être transférés ? C'est les familles qui, in fine, nous disent oui ou non. Donc après, c'est pareil, c'est les personnes de confiance, c'est ça qui parlent. Ouais. Donc c'est étonnant. En gros, je vous écoute et c'est presque sidérant pour nous, Nicolas Capel. Je vous écoute et vous nous dites qu'il y a une incohérence totale, finalement, dans le choix des patients et dans ces politiques de transfert sanitaire coûteuses et très ambitieuses qui sont mises en place. Le choix n'est pas incohérent, le choix est logique. Vous vous doutez bien que plus un patient aura besoin d'apport en oxygène, plus il faudra mettre de bouteilles en oxygène dans le TGV. Sauf que c'est un TGV, c'est pas un camion d'air liquide, par exemple. Ouais. Quand on dit qu'il faut par exemple un poids maximum, il faut que le patient, je crois que c'est 100 ou 120 kg maximum, il doit faire, c'est des sièges de TGV, c'est pas des sièges de SAMU bariatrique qui ont l'habitude de prendre des patients de ce poids-là. Vous vous doutez bien que pendant le transport, si le train dure pendant 3-4 heures, il faut que le patient soit assez stable, parce que ça reste une réa à haute vitesse, et c'est pas une réa où on a tout de suite sous la main. Si d'un coup d'un seul, il faut aller au bloc opératoire, si d'un coup d'un seul, il faut un scanner, c'est pas au wagon-bar qu'on a monté un scanner ou un bloc opératoire. Donc forcément, les patients, il faut qu'ils aient des critères qui permettent un transport dans les meilleures conditions vers les hôpitaux B. Merci Nicolas Capel. Si vous avez des questions à lui poser, d'ailleurs, vous pouvez, hein, messieurs. Est-ce que, Marco Cesaro, est-ce qu'il y a en Italie des transports comme ça par train de patients de la Lombardie Il y a eu des transferts l'année dernière. Cette année, pour l'instant, les services ne sont pas encore saturés au maximum. Oui. On voit bien qu'au niveau national, on est à 40% d'occupation des lits en réanimation. Mais il y a des régions, comme la région de Brescia, par exemple, où on est à 90%. Donc c'est très saturé. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. On y était l'année dernière, par exemple. Le gouvernement a été obligé de rappeler des étudiants en médecine en dernière année et même des médecins retraités pour faire face à l'épidémie. Cette année, on n'est pas dans la même configuration. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un flux. Parce que là, on a l'impression, quand on voit les hélicoptères, les TGV, qu'il y a un flux de malades qui arrivent à l'hôpital. Je le redis, les services d'urgence, moins 30% d'activité. Les services d'hospitalisation ne sont pas normales, conventionnels, ne sont pas débordés. Il y a la réa qui sature. Mais ce n'est pas par un flux de centaines de malades qui arrivent. C'est juste par une différence entre les entrées et les sorties. Sur les 1200 lits qui sont disponibles en Ile-de-France, il y a un peu plus de 1000 malades qui sont actuellement, qui restent plusieurs jours forcément. Et donc, entre les entrées et sorties quotidiennes, il y a une différence de 25 à 50 malades, où ces 25 à 50 malades, pas qui s'additionnent tous les jours, mais vous voyez, c'est le delta de 25 à 50 malades, et c'est ce qu'on essaie d'écluser un peu par les transferts. Alors, ça pourrait se faire sur les cliniques, ça pourrait se faire en créant des 1 ou 2 services sur l'Île-de-France, et ça permettrait de normaliser la situation. Ça veut dire que nous sommes victimes aujourd'hui de quoi? De qui? De ceux qui, au niveau des urgences, disent ça va pas, on est saturé. Et ils mais sont ça, sur les urgences, c'est vrai, c'est faux. Voilà, il n'y a pas de saturation sur les urgences. Il n'y a pas de saturation sur les urgences. Donc quand je dis, il faut Prenez les chiffres. C'est la réanimation qui bloque. L'objectif, c'est de vider les réas. Voilà pourquoi un confinement, ça servirait à rien. Est-ce qu'il y a des réas privés disponibles en Ile-de-France? Est-ce qu'il y a des places de réa disponibles dans le privé en Ile-de-France encore aujourd'hui? Bien Alors sûr. pourquoi on ne les transfère pas vers ces lits de réa dans le privé? Pourquoi on les emmène de l'autre côté de la France? Alors, mais c'est faire
fait. Il y a des cliniques qui sont en train de se préparer, qui ont même accueilli des patients. Ça fait Il y a des un patients an, de La ils Réunion sont qui ont juste été en accueillis dans des établissements qui ne sont pas des établissements publics. La seule chose, c'est qu'on est toujours prisonnier des modèles mathématiques où on nous dit attention, il faut qu'on libère des places tout de suite et il faut qu'on en libère encore plus et qu'on garde des réserves parce que ça va être catastrophique dans 3 semaines. Donc et c'est ça les fait 4 mois qu'on nous dit ça. projections Donc qui voilà guident pourquoi la on dit on va le faire de manière centrifuge. On va mettre les malades le plus loin possible de façon Alors à qu'il y a libérer, des places à côté. de libérer les places à côté. Sauf que ces modèles mathématiques, à un moment donné, il faut qu'on attendez pose la les question amis, de leur attendez. pertinence.